Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les stratégies fondamentales du marketing international. On va s'appuyer sur les concepts du professeur Ati Abderrahim et sur l'ouvrage de référence de Kateora, Gili et Graham pour vraiment comprendre comment les entreprises font pour conquérir les marchés mondiaux. Fini l'improvisation, on va décortiquer les mécaniques de l'adaptation globale. Parce que, soyons clairs, s'étendre au-delà de ses propres frontières, c'est sans doute le défi le plus excitant, mais aussi le plus risqué pour une entreprise. C'est pas juste une question d'avoir un super produit, c'est surtout savoir comment le réinventer. Et la philosophie de base, elle tient en une phrase, une réalité incontournable. On ne peut tout simplement pas exporter un produit sans comprendre d'abord, et très en profondeur, les spécificités locales. Exporter à l'aveugle, en se disant que ce qui cartonne à la maison marchera forcément ailleurs, eh bien c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. C'est l'environnement d'accueil qui dicte les règles du jeu. Le marché façonne l'offre, et jamais l'inverse. Alors, comment font ceux qui réussissent? Pour le comprendre, on va suivre 6 étapes hyper concrètes. On va parler des spécificités du marché cible, de l'adaptation du produit, des politiques de prix, de la distribution et logistique, de la communication culturelle, et on finira par les outils de planification. C'est parti. On commence tout de suite par la première étape, les spécificités du marché cible. Et là, il y a une prise de conscience brutale à avoir. L'idée d'un marché mondial uniforme, c'est une totale illusion. Il faut vraiment accepter que chaque nouveau territoire a son propre écosystème, avec des règles souvent invisibles. Les éléments à adapter sur un produit sont juste innombrables. Ça va des normes de sécurité qui peuvent vous obliger à repenser toute la conception d'un appareil, jusqu'aux couleurs qui n'ont pas du tout la même signification selon les cultures. Même un truc aussi basique que le goût d'un produit alimentaire doit souvent être recalibré. Bref, rester figé, c'est le plus grand danger pour une marque. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la fameuse stratégie d'adaptation du produit. Voyons un peu comment ce premier grand pilier se traduit dans la vraie vie. Adapter un produit, c'est un vrai casse-tête d'ingénierie. Vous devez modifier la tension électrique, respecter des normes de sécurité complètement différentes ou même changer vos emballages pour ne pas froisser les coutumes locales. Mais attention, le plus gros piège, c'est la langue. Imaginez, un nom de produit qui sonne super bien chez vous peut devenir une insulte ou une blague ridicule dans un autre pays. La traduction littérale, c'est l'ennemi numéro 1. Pas mal de marques en ont fait les frais. Et pour illustrer ça, regardons les géants du secteur. McDonald's, par exemple, n'a pas hésité une seconde à supprimer tout le bœuf de ses menus en Inde pour proposer du végétarien. Au Japon, ils font des burgers au crabe, et au Maroc, le macarabia. Autre exemple, Danone. Ils ont capté qu'il fallait faire des yaourts liquides pour plaire en Chine et les rendre beaucoup plus sucrés pour le marché indonésien. En fait, le produit original s'efface littéralement pour fusionner avec la culture locale. L'attachement sentimental à la recette de base, on oublie. On passe maintenant à notre troisième point, le deuxième pilier, les politiques de prix internationaux. Parce que fixer un prix à l'étranger, c'est pas juste appliquer un taux de change sur une calculatrice. Et là, deux grandes stratégies s'affrontent. D'un côté, on a l'écrémage. Concrètement, on arrive avec un prix très élevé dès le début pour se positionner direct dans le haut de gamme et faire une grosse marge sur quelques clients. Parfait pour la tech ou le luxe. De l'autre côté, l'opposé total, la pénétration. Là, on casse les prix volontairement en arrivant. Le but, envahir le marché à une vitesse folle, quitte à sacrifier la rentabilité au début. Ce choix, c'est lui qui va définir comment votre marque sera perçue pendant des années. Quatrième étape de notre décryptage, la distribution et la logistique. Envoyer un produit à l'autre bout du monde, ça implique de choisir les bons intermédiaires. Et ce choix, il est ultra stratégique. Vous pouvez opter pour une distribution sélective, c'est-à-dire choisir de bons magasins capables de bien conseiller le client. Ou alors, vous partez sur de l'exclusif. Ça, c'est le terrain de jeu du luxe. On limite volontairement les points de vente pour créer de la rareté. Rendre le produit difficile à trouver devient carrément un argument de vente. Mais derrière le glamour des boutiques, il y a la réalité du terrain, la logistique. C'est énorme. Bateau ou avion? Gérer la paperasse des douanes, qui ressemble souvent en vrai labyrinthe. Financer des entrepôts sur place. C'est littéralement la colonne vertébrale du succès. Une petite erreur de calcul, un cargo bloqué en douane, et toute votre rentabilité part en fumée. C'est l'envers du décor, mais c'est vital. On arrive à notre cinquième point, la fameuse promotion ou communication culturelle. Le grand dilemme ici, c'est de savoir si on fait la même pub pour le monde entier pour faire des économies ou si on s'adapte à fond. L'arsenal est dingue aujourd'hui. Il y a toujours la télé et la presse qui marchent bien, ou les gros salons professionnels en B2B. Mais vous le savez, la vraie révolution, elle est digitale. Optimiser son référencement web, percer sur les réseaux sociaux et surtout bosser avec des influenceurs locaux, ça a tout changé. Ça permet de créer un lien super intime et authentique, même à des milliers de kilomètres.
Allez, sixième et dernière étape, les outils de planification à l'export. C'est bien beau la théorie, mais comment on organise tout ça sur le terrain? Eh bien, il faut être d'une rigueur clinique. Les managers ont 3 outils de survie. Le tableau de bord export, qui traque les moindres marges et coûts. La fiche marché pays, qui résume tout ce qu'il faut savoir sur l'économie, la politique et la concurrence d'un pays. Et le plan d'action annuel, qui est en fait votre calendrier de bataille, quand on lance la pub, quand on envoie les commerciaux. Et quand on regarde la synthèse de tous ces outils, tout s'éclaire. C'est fascinant de voir comment des données qui ont l'air super austères au début, comme des lois sur les douanes ou des chiffres de population, finissent par dicter les choix créatifs d'une campagne de pub. C'est vraiment la passerelle entre l'analyse théorique et l'action sur le terrain. Si on devait résumer tout ce qu'on vient de voir sur ce chapitre 4 des stratégies à l'international, la règle d'or est simple. Il faut savoir se remettre en question en permanence. On ne peut pas être rigide. Le produit, le prix, la distribution, la com, tout ça doit se démonter et se reconstruire pour coller parfaitement aux attentes de votre nouvelle cible. L'arrogance n'a pas sa place dans le marketing international, c'est l'agilité qui gagne. Mais tout ça soulève une question vraiment intrigante pour l'avenir. Aujourd'hui, avec Internet, les algorithmes et ces influenceurs qui touchent le monde entier à la seconde, les frontières s'effacent. Alors est-ce que cette obligation de s'adapter ultra localement va rester indispensable, ou est-ce qu'on se dirige vers une culture de consommation totalement mondiale où un même produit parlera à tout le monde exactement de la même façon? Je vous laisse y réfléchir, merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.